Bonjour et bienvenue dans Maman parisienne ou pas. Ce podcast est né d'une conviction simple, on ne naît pas maman, on le devient. À chaque étape de notre maternité, on apprend, on doute, on se trompe, mais surtout, on devient chaque jour meilleur que la veille. Ici, je reçois des mamans au parcours fort, parfois bouleversant, toujours éclairant. Je tends aussi le micro à des expertes pour nous aider à comprendre les défis que nous rencontrons au quotidien. Parce qu'élever un enfant, ça demande de l'amour, certes, mais aussi beaucoup de compréhension, des repères et des stratégies. Ici, on ne culpabilise pas, on ajuste, on avance. Bienvenue. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui concerne de plus en plus de familles, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Derrière ces 4 lettres, des enfants très créatifs, brillants, débordants d'énergie et souvent des parents épuisés. Est-ce qu'on est avec un TDAH? Comment le reconnaître? Qui consulter? Faut-il forcément passer par un traitement? On va évoquer le TDAH sous toutes ses formes avec Magali Semama. Magali, bonjour. Bonjour Cyrielle. Tu es coach certifié en TDAH. C'est ça. Tu vas nous raconter plus tard ton métier, comment tu es arrivé à te former. Pour démarrer, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est le TDAH tout simplement. Merci pour l'invitation, déjà pour commencer. Merci Alors, à toi. le TDAH, c'est donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme tu l'as dit juste avant. C'est un trouble d'origine neurologique, c'est-à-dire comme les TND. C'est quoi les TND? Troubles neurodéveloppement, comme le TDAH, comme le trouble du spectre de l'autisme. Et donc, c'est un débalancement des neurotransmetteurs. C'est-à-dire, les neurotransmetteurs, c'est les petits messages qui sont envoyés au cerveau. C'est-à-dire que le TDAH il combine 3 caractéristiques, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. L'inattention, ça va être des difficultés à se concentrer, ça va être quelqu'un qui perd ses affaires. Dans une conversation, ça va être compliqué de suivre la conversation. Quelqu'un qui est dans la lune. Quelqu'un qui est dans la lune, ça c'est plus les profils des filles qui sont plus inattentives. Au niveau de l'impulsivité, ça va être l'action qui précède la pensée. Être sans filtre, dire quelque chose et réfléchir après à ce qu'on a dit, passer à l'action trop rapidement. C'est aussi les profs qui te disent ils parlent sans lever la main. Exactement. Ils parlent sans lever la main. Quelqu'un parle et termine la phrase. Il coupe la parole. Tout ça, c'est de l'impulsivité. Donc, c'est une incapacité à se contrôler quelque part, à contrôler sa parole, sa pensée. Exactement. Parce que, on en parlera après, il y a un souci au niveau des fonctions exécutives. Et les zones qui contrôlent la gestion des émotions dysfonctionnent. Et la dernière chose, c'est l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est on ressent un besoin incessant de bouger. C'est incontrôlable. Ça va être aussi dans le TDAH, quand on a le H, on a donc de l'hyperactivité motrice. Mais il y a aussi les profils, comme tu disais, TDA, sans le H, donc d'être dans la lune. Ça se manifeste, ça peut être à l'intérieur. Donc les filles, c'est pour ça que les filles passent souvent inaperçues, parce qu'il n'y a pas le H. Mais quand on a de l'hyperactivité, ça peut être aussi intérieur. Ça veut dire un cerveau qui ne s'arrête jamais, toujours en mouvement. Et du coup, c'est compliqué d'arrêter cette hyperactivité. Le TDAH aussi, c'est un dysfonctionnement des fonctions exécutives. C'est pas juste de l'inattention. Les fonctions exécutives, ça va être ce qui permet d'organiser, de prioriser, de gérer les émotions. Si je devais prendre une métaphore, c'est comme t'as le chef d'orchestre et toutes les fonctions exécutives, c'est la mémoire, la gestion des émotions, prioriser. Donc, si tu veux, tous les musiciens connaissent leur partition, mais on a un chef d'orchestre qui est désorganisé. C'est-à-dire que, donc, même si tu as les capacités, le fait que le chef d'orchestre soit désorganisé, c'est compliqué d'organiser, de prioriser, de gérer les émotions. Le fait que ce soit neurodéveloppemental, oui. Ça veut dire qu'on est avec, on ne le devient pas. Exactement, on est avec. C'est-à-dire que c'est des symptômes qui se manifestent avant l'âge de 6 ans, qui durent au moins 6 mois, et on est avec. C'est un trouble qui est chronique. C'est-à-dire que c'est pas censé disparaître, ça ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est les choses qu'on va mettre en place, de la compensation, où on aura l'impression que le TDAH va disparaître, mais en fait, il ne disparaît pas. C'est juste, il est là. C'est de la compensation uniquement. C'est de la compensation. Ce que je dois dire aussi, c'est que il y a beaucoup d'hérédité dans le TDAH. Il y a 70 à 80% d'héritabilité. Et on n'a pas, très important, on n'a pas juste un TDAH, il y a beaucoup de choses avec. Il y a des troubles associés, ce qu'on appelle les comorbidités, comme les troubles des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, tout ça, dysorthographie. Et beaucoup d'anxiété. Un TDAH a forcément des 10. Pas forcément, très souvent. Très souvent. Il y a aussi le trouble de l'opposition avec provocation. Dans 30 à 60% des cas, on a un TDAH plus un TOP.
Si tu veux, il y a beaucoup de choses en plus. On n'est pas obligé d'avoir un TDAH et des troubles des apprentissages, mais très souvent, les études montrent qu'il y a souvent des troubles qui vont avec. Mais alors, j'ai envie de te dire que ce que tu viens de nous exposer, il y a plus d'une maman qui va reconnaître son enfant là-dedans, parce que c'est presque banal. Un enfant qui est dans de la lune, un enfant qui est énergique, tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à savoir, à poser un diagnostic? Oui, il l'est réellement. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, dans une classe, il y a à peu près 2 à 3 enfants qui ont un TDAH. Donc, ça fait pas tant que ça. C'est beaucoup, mais comment on arrive à... Il y a des diagnostics, c'est-à-dire on suppose, on observe des symptômes et après on pose un diagnostic. C'est-à-dire qu'on va aller voir un pédopsychiatre pour faire... À partir de quel âge? 6 ans. Alors, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des familles où l'enfant avait 4 ans, le pédiatre connaissait le TDAH et tout correspondait. Donc, il leur a demandé de faire une guidance parentale. C'est quoi une guidance parentale? On y reviendra un peu plus tard. Une guidance parentale, ça va être des parents qui ont des difficultés avec les enfants parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne connaissent pas très bien le TDAH. Quand on apprend certaines choses sur le TDAH, une guidance parentale, ça va être de fournir aux parents des outils, déjà en passant par de la psychoéducation, c'est-à-dire mieux comprendre le trouble pour pouvoir s'adapter, comprendre pourquoi un enfant qui a un TDAH va être moins compléant que la moyenne, parce qu'il a des spécificités. En fait, comme il n'est pas assez mature pour pouvoir se faire coacher, parce qu'il est jeune, il subit un peu son trouble. Donc en fait, c'est les parents qui vont mettre des choses en place autour de lui pour l'aider. Donc pour aider un enfant TDAH, il est primordial de former les parents, entre guillemets. Ah, ça me paraît indispensable. C'est-à-dire que, on en parlera plus tard, mes 3 enfants sont TDAH, mais moi, ils sont âgés maintenant. Enfin, ils ont 23, 26. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas des guidances parentales. On se débrouillait tout seul. Maintenant, il y a plein de choses, on en parle, etc. Donc ça me paraît important. Et pour répondre à ta question sur le diagnostic, donc c'est des professionnels. D'abord, on va voir un pédopsychiatre à partir de 6 ans. Tu vas expliquer ce que tu penses. Mais est-ce que tous les pédopsychiatres sont en mesure d'accompagner les parents de TDAH? Non, j'ai pas l'impression. Non, je dois préciser qu'il faut aller voir un pédopsychiatre spécialisé dans le TDAH. Très, très, très important. Et comment on le trouve? Alors, déjà, on peut commencer par poser la question à son généraliste. S'il n'en connaît pas, on cherche sur Internet. Ou alors, moi, le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui me demandent des coordonnées de pédopsychiatres, il faut vraiment aller voir des gens spécialisés. Sinon, on peut se retrouver avec des gens qui ne sont pas formés qui vont te dire que non, c'est une invention, que ça n'existe pas. Donc, c'est très important d'aller voir des gens spécialisés. Mais il y a beaucoup d'attentes. Il y a 6 mois, 4 mois, 6 mois d'attente. Donc, le pédopsychiatre, on va le voir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, il fait passer un examen clinique. C'est-à-dire qu'il va te demander pourquoi tu penses qu'il y a un TDAH. Il va te poser quelques questions. Un examen clinique, c'est uniquement question-réponse avec la famille. Voilà, question-réponse avec la famille. Si il pense qu'il y a potentiellement un TDAH, il va t'envoyer vers un neuropsychologue qui va faire passer des tests, comme le WISC, c'est un test de QI, le WISC 5, quelque chose qui s'appelle un TEACH, c'est par rapport à l'attention. Et une fois qu'il t'aura donné le compte-rendu... Donc le WISC va évaluer uniquement l'attention? Alors, à la base, le WISC, c'est un test de QI. Donc, c'est pas avec l'intelligence qu'on va voir s'il y a un TDAH, il y a différentes choses qu'on va tester, l'intelligence, la vitesse d'exécution, la mémoire. Et en fait, c'est la vitesse d'exécution, la mémoire et le profil cognitif un peu, hétérogène. Exactement, un peu hétérogène, qui va mettre des doutes sur le TDAH. Donc, à la fin du compte-rendu... Alors, hétérogène, j'explique pour les femmes qui nous écoutent, ça veut dire qu'on n'a pas des scores dans la moyenne. On va être très haut en mémoire, très bas en concentration, et c'est cette hétérogénéité qui va interpeller. Après, il y a plein d'autres... Bon, comme je ne suis pas neuropsychologue, j'en vois beaucoup passer des bilans, mais ça peut être très haut au vocabulaire, très bas dans la mémoire, parce qu'il y a des choses où on va te demander... Bon, il y a des tests logiques aussi, mais il y a des choses où il va falloir être rapide. Donc, si on voit que la mémoire, c'est compliqué, que la vitesse, c'est compliqué, que c'est très hétérogène, le neuropsychologue, par rapport à tous ces indicateurs, c'est vulgariser ce que je te dis, c'est beaucoup plus précis, va dire potentiellement, il y a un TDAH. Okay. Une fois qu'on a ça, le psychologue n'est pas habilité à poser un diagnostic. Il n'y a que les docteurs. On retourne chez le pédopsychiatre. On retourne chez le pédopsychiatre qui va lire et qui va dire oui ou non. Ça, c'est le schéma classique.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas fait comme ça. J'ai d'abord fait le neuropsychologue parce que moi, j'avais des certitudes. J'ai fait le neuropsychologue et après, je suis allée directement chez le pédopsie. J'imagine qu'au bout du 3e, tu pouvais le faire toi-même. C'était pour le premier. C'était pour le tout premier où j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc, Tu l'as diagnostiqué à quel âge, le premier ? Très tard, 10 ans et demi. C'est très tard. C'est très tard, 10 ans et demi pour diagnostiquer un TDAH. Alors maintenant, oui, c'est très tard. Mais à l'époque, c'était aussi très tard parce que j'ai passé beaucoup de temps chez des psychologues, des psychiatres, tout et n'importe quoi. Et on me dit, personne n'a été capable de me dire que c'était un TDAH. Donc, quand je me suis posée un jour sur mon ordi et que j'ai tapé « Mon enfant n'arrive pas à se concentrer, n'arrive pas à rester en place », après des années de recherche, j'ai trouvé TDAH. Et donc là, je me suis dépêchée d'aller faire un test chez un neuropsychologue et d'arriver chez le pédopsie spécialisé dans le TDAH. Avec ton test dans les mains. Voilà. Et il m'a dit oui. Voilà. Mais normal. C'est mieux de commencer par un pédopsie, sinon les bilans coûtent cher. Donc, si tu vas faire un bilan pour qu'on te dise... Alors que c'est pas nécessaire, j'ai compris. Voilà. Une fois qu'on a ce diagnostic, ça change quoi ? Alors, c'est une bonne question. C'est la question que je me suis posée quand j'ai eu le diagnostic entre les mains. Ça change beaucoup de choses. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, mais là, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que déjà, on va mettre des mots sur des mots MAUX, parce que quand tu as des difficultés, tu as ton enfant qui bouge, tu as des mots en classe, tu as plein de choses, tu te demandes. Donc déjà, dans un premier temps, on est soulagé. Alors, je parle pour moi, mais il y a beaucoup de mamans ça se passe souvent comme ça. D'abord, on est soulagé parce qu'on se dit, OK, je savais qu'il y avait quelque chose. Après, alors, on peut faire plein de choses. On peut aller expliquer au professeur, aux maîtresses, de quoi il s'agit. Il y en a qui sont réceptifs, d'autres moins, mais c'est pas grave. On peut mettre en place un plan d'aide personnalisé à l'école. Ça consisterait en quoi, par exemple ? Ça consisterait à mettre l'enfant devant plutôt que derrière, ne pas le mettre à côté de quelqu'un de bavard, lui donner du temps supplémentaire, reformuler les consignes. C'est un ensemble de choses qui l'aident. Ça peut être aussi demander qu'il ait une AVS. C'est quelqu'un qui l'aide en classe si c'est vraiment trop compliqué, mais ça, c'est pas obligatoire. Alors justement, tu parles de l'école. Est-ce que tu penses que le système classique français est le système scolaire idéal pour un TDAH, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt l'orienter vers un système Montessori ou autre ? Alors, bien sûr que non, c'est pas un système adapté parce que de rester toute la journée assis, c'est pour ça qu'on dit que souvent c'est à partir du CP que les maîtresses vont alerter. Parce qu'avant, tu peux un peu bouger, mais la CP, tu es obligé de rester assis. Non, c'est pas adapté. C'est hyper compliqué de rester assis toute la journée. Montessori, je suis moyennement... J'ai eu beaucoup de gens que j'accompagnais, beaucoup de parents. Montessori, c'est soit super, soit catastrophique. Parce qu'il y a le côté un peu... Si c'est Montessori cadré, ça va. Si c'est Montessori freestyle, faut voir. Après, dans les structures où il y aurait du sport, etc., ça serait mieux, mais ça reste compliqué d'être neuroatypique et de rentrer dans un moule typique. Ma question, c'est est-ce qu'un enfant qui a un PAP, comme on dit, c'est un PAP, c'est les initiales de... Plan d'aide personnalisé. Plan d'aide personnalisé, donc avec une AVS. Une AVS, on explique ce que c'est. C'est une personne qui va... Une adulte formée qui va rester à côté de l'enfant et qui va l'aider à exécuter des tâches scolaires pour lesquelles il a des difficultés. Un enfant pour lequel on a mis en place ce PAP. Donc un PAP, ça peut être du temps en plus pour les contrôles ou les exercices à faire, des exercices en moins à effectuer, etc. Il peut s'épanouir pleinement quand même dans le système classique ? Alors, oui. Mais ça reste difficile. On va pas se voiler la face. C'est difficile. C'est compliqué de rester assis très longtemps. L'AVS, c'est vraiment quand c'est très compliqué. C'est pas systématiquement avec le PAP. On peut avoir un PAP sans une AVS. On va dire que ça peut être compliqué, mais avec des aides supplémentaires, avec des questions en moins, avec plus de temps, avec du temps pour le brevet, pour le bac, vraiment, ça peut aider. Ça peut un peu diminuer l'anxiété, etc. Je pense qu'on peut s'épanouir, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les parents qui sont censés aider derrière, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. C'est un ensemble de choses, je pense. Alors, on observe de plus en plus de TDAH, on est d'accord. Donc, d'après toi, c'est parce qu'avant, il y en avait tout autant, mais on les diagnostiquait tout simplement moins, voire pas du tout.
C'est ça. Il n'y a pas plus de TDAH aujourd'hui. Ils sont Non. plus diagnostiqués. Non, les études montrent qu'il n'y a pas plus de TDAH. Il y en a à peu près 5% chez les enfants et 2-3% chez les adultes. C'est juste que entre il y a 20 ans et maintenant, les réseaux sociaux, on communique beaucoup plus. On connaît mieux les manifestations du trouble. On connaît mieux les troubles chez les filles, qui ne sont pas les mêmes que chez les garçons. Les adultes sont plus testés. Il y a plus de professionnels formés. Ça n'a rien à voir. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Maintenant, on est beaucoup à faire ça. On communique beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est rarissime les gens qui ne connaissent pas le TDAH. Il y en a encore certains. Ah oui. Ouais, encore récemment, j'ai fait une publication et quelqu'un m'a dit... C'est quoi j'ai fait une publication sur le TDAH et quelqu'un m'a dit « Oui, c'est ça, suivez la mode ». Je n'ai même pas répondu, parce que je ne réponds même plus. Voilà. J'adore. Alors, on entend beaucoup de professionnels, notamment des professeurs, dire que les écrans sont responsables ou alimentent ou aggravent le TDAH. Vérité ou idée reçue ? Alors, ça n'est pas parce qu'on va se mettre devant l'écran qu'on va avoir un TDAH. Voilà, ça. Cela étant, on sait que dans le TDAH, il y a beaucoup d'addictions. Parce que les personnes qui ont un TDAH, aussi bien les enfants, les adultes, il y a un circuit de récompense qui est raccourci. Ça veut dire que... La fameuse dopamine. Exactement. Ça veut dire que addiction à plein de choses, et notamment aux écrans. Donc oui, si on a un TDAH et on se met devant un écran, après on va être plus nerveux. Mais ça ne provoque pas le TDAH. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le TDAH, notamment les écrans. Il y en a plein d'autres d'ailleurs. Tu peux nous en parler ? Alors, celle qui revient très très souvent et qui est très agaçante, c'est le TDAH, c'est un problème d'éducation, qu'on serait des parents, qu'on éduque mal nos enfants, laxistes. Ça, c'est très énervant parce que déjà, c'est compliqué d'avoir un enfant qui est atypique. Il y a beaucoup de parents en guidance parentale qui viennent, mais ils se sentent hyper coupables parce que c'est souvent le premier cercle de famille qui culpabilise beaucoup. Alors non, on n'est pas laxiste, non, c'est pas un problème d'éducation, c'est juste qu'on a un enfant qui a des difficultés, qui gère difficilement ses émotions, et ça sert à rien de le brimer, de le casser. Donc ça, c'est pas du tout un problème d'éducation, c'est un trouble. Il y a aussi des gens qui vont dire que le TDAH n'existe pas. Bon, ça, il y en a quelques-uns. C'est encore rare, mais ça existe. Ça va être aussi que... Ça, c'est autre chose. C'est le TDAH, c'est un super pouvoir. Le TDAH, c'est pas un super pouvoir, c'est un trouble. Donc, le fait d'avoir un TDAH, il y a de la créativité, etc., mais ça reste quand même une souffrance. Et en premier, le TDAH, c'est à la mode. En fait, quand on suit la mode, c'est qu'on en a envie. Là, il y a beaucoup de souffrance, donc on peut pas dire que c'est à la mode. C'est juste qu'on en parle plus, et tant mieux. Absolument. Alors justement, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter chez nos enfants ? Alors, ça serait des enfants qui bougent beaucoup, qui sautent, qui montent aux arbres, qui ont du mal à rester en place, qui ont du mal à... Quand tu donnes une consigne, ça peut être compliqué de passer à l'action. Ça peut être une grosse difficulté de la frustration, de gestion des émotions, de gestion de la colère. Ça va être un enfant qui est désorganisé. Tu arrives et tu trouves dans son cartable... et tout est mélangé, etc. En classe, il n'arrive pas à rester en place. Il peut se balancer, il fait tomber sa trousse, il fait tomber ses affaires. Quand il arrive à la maison, il a du mal à te dire ce qu'il a fait, il a du mal à écouter en cours. Donc à partir de quel âge on commence à se dire, bon là, il y a un petit souci ? Ça se voit assez rapidement. C'est-à-dire que très tôt, des enfants qui bougent beaucoup, ça se voit. Donc ça veut dire que c'est rare de passer à côté quand tu as un enfant qui monte aux arbres, qui tombe, qui court, tu le vois très rapidement. C'est manifeste à partir de 6 ans en général. Mais à 3 ans, ça peut se voir aussi. Des enfants très très actifs, tu passes pas à côté. Tu penses que enfant hyperactif égale systématiquement TDAH ? Non. Ça peut être quand tu as un enfant qui est haut potentiel intellectuel et qui s'ennuie, ça peut se manifester aussi par de l'agitation. C'est pour ça qu'il y a des tests pour ça, parce que des manifestations, quand tu vas plus vite, tu as un cerveau qui va très très vite, tu t'ennuies. Donc tu bouges. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, en diagnostiquant les enfants, de les enfermer dans des cases aussi, et qui vont inconsciemment se dire je suis TDAH, et c'est comme ça, et se conforter dans cette position? Je pense pas. Moi, je pense que le diagnostic, c'est intéressant, pas pour mettre dans des cases, mais plus pour savoir s'il y a un TDAH, de comprendre ses spécificités pour pouvoir l'aider. Après, oui, c'est facile de dire oui, mes enfants, c'est déjà arrivé, qui me disent ouais, mais ça, c'est mon TDAH. Mais ils savent très bien qu'en fait... Ils en jouent ? Non. Franchement, non, pas du tout. Ça peut arriver, la dernière qui me dit ça pour rigoler, mais elle sait que c'est pour rigoler. Mais
pense pas que ce soit... parce qu'il y a des parents qui disent « je veux pas faire diagnostiquer parce que je veux pas mettre dans des cases ». Moi, je pense que c'est important de savoir ce qu'on a, nos spécificités, pour pouvoir aider et accompagner. Après, tu as un TDAH, il faut vivre avec, il faut mettre des choses en place pour contourner, etc. Alors, on peut vivre bien avec ? Je dirais que oui, mais. C'est-à-dire... à certaines conditions. C'est-à-dire, tu veux dire en tant qu'enfant, en tant qu'enfant. On va parler des mamans après. En tant qu'enfant, oui, mais je pense que c'est super important l'entourage. C'est-à-dire que pour accompagner des adultes TDAH qui avaient des troubles de l'opposition quand ils étaient jeunes et qui étaient dans des familles où on n'acceptait pas du tout, on ne comprenait pas, où on était des parents assez frontaux, c'est compliqué. Par contre, d'autres où il y a eu beaucoup de bienveillance, de l'accompagnement, de la psychoéducation, donc qui comprenaient leurs enfants, c'était plus facile. Donc je pense qu'on peut bien vivre, mais c'est important, l'accompagnement, sachant que comme c'est héréditaire, souvent il y a un des deux parents qui l'est, et si le parent sait qu'il l'est, du coup il sait qu'il va avoir les mêmes problématiques, donc je pense que l'environnement est important. Mais en tant que parent, c'est quand même humain, même si tu sais que ton enfant est TDAH, qu'il ne le fait pas exprès, que c'est comme ça, de t'agacer quand t'as un enfant qui te fait 50 galipettes à la minute devant toi pendant que tu racontes une histoire ou qui tient pas en place. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces mamans qui s'agacent ? Alors, bien sûr, c'est tout à fait humain, on n'est pas des robots. On peut perdre patience, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit que c'est vrai que quand tu as des enfants de 4 à 9 ans, on est dans le dur. C'est-à-dire le dur, c'est de 4 à 9 ans. Après, ça se calme ? Ça se calme pas à 9 ans, je dirais que ça se calme vers... on va dire que quand on passe 12-13, si on a un TDA avec le H vers 13-14, ça se calme un petit peu, mais ça va se manifester par un pied qui bouge ou quelqu'un qui tourne ses cheveux, mais moins d'hyperactivité. Après, on enchaîne sur l'adolescence. Mais on va dire à 8-9 ans, quand ils sont très, très hyperactifs, ouais, là, on est dans le dur. Il y a des parents que j'ai en guidance parentale qui me disent « Est-ce que ça va s'apaiser à un moment donné ?» Je dis « Ouais, mais pas tout de suite, parce que 8 ans, ils sont un peu immatures. Il y a 2 à 3 ans de retard de maturation du cerveau, quand même. » Alors, et ces hyperactifs, est-ce qu'ils sont épuisables si on leur fait faire, je sais pas, 2-3 heures de sport dans la journée? Ça va calmer cette hyperactivité ou pas du tout? Ça peut, mais c'est pas pour ça que le lendemain, il va pas se lever à 8 heures comme un ressort. Mais oui, ça peut, parce que quoi qu'il en soit, le sport, c'est bon pour plein de choses, parce que ça permet de se défouler, etc. Oui. Donc cette hyperactivité n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est pas parce qu'on fait 1 tonne de sport qu'on va être moins hyperactif, mais ça peut déjà apaiser. Canaliser un peu plus. Oui, ça peut canaliser, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un TDAH et être bon à l'école? Oui, on peut. Ça reste difficile. Quand on a un TDAH, ce qui reste difficile, c'est pas d'être bon à l'école. C'est de réussir à se canaliser, d'écouter la maîtresse ou le prof et de mettre des choses en place. Oui, on peut, mais je pense que les parents ont aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire sans être culpabilisante. C'est-à-dire que quand tu as ton enfant qui rentre et qu'il a son classeur avec tous les papiers défaits, rien de collé, etc., tu peux l'aider à mettre les choses en place pour pas que ça se désorganise, être un peu son ou sa secrétaire. Parce qu'il a un problème avec les fonctions exécutives, donc ça veut dire, et même en grandissant, donc ça veut dire que c'est important de l'assister. Ça veut dire quoi, avoir un problème avec les fonctions exécutives? Alors, les fonctions exécutives, c'est ce qui permet d'organiser, de prioriser, de gérer le temps. C'est la mémoire de travail. Un exemple concret. Un exemple concret, un enfant qui arrive des cours et tu vas lui demander s'il y a du travail à faire. Il va te dire potentiellement qu'il a déjà tout fait, alors qu'en fait, c'est mais pas on le est cas. toutes confrontées. Et bien sûr. Et alors donc, il va sortir ses affaires, il va pas savoir par quoi commencer. Ça va être, moi je me rappelle mes enfants, ils venaient avec le livre mais pas le cahier, la page mais pas l'exercice. Je passais ma vie à appeler des mamans, etc. Ça veut dire d'oublier des choses, de pas savoir par quoi je vais commencer. Donc en fait, c'est de l'aider. Donc là, il faut intégrer que c'est pas de sa faute. Exactement. Même avec la meilleure volonté du monde, il oubliera toujours le cahier de français, le cahier de maths, la page, l'exercice. Il y aura toujours un truc qui manquera. Il faut qu'on l'intègre, ça, dans notre cerveau. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, de se faire... Moi, je m'étais fait un réseau de mamans qui m'aidaient. Jusqu'à un moment, il y en a une qui en a eu ras-le-bol, donc j'ai enchaîné avec une autre. Bon, aujourd'hui, on a les groupes WhatsApp. Et voilà, c'est tellement plus facile, en fait. Avec des groupes WhatsApp, c'est incroyable. Donc voilà, c'est pas de leur faute. Ils font pas exprès. S'ils perdent leur trou, s'ils perdent leurs affaires, s'ils perdent leur carnet de correspondance, il faut juste comprendre. Ça peut être agaçant, bien sûr. Mais les aider, les accompagner, pour ne pas qu'ils soient obligés de faire... Il y a un moment où ça se calme, ça, ou... Ouais. Parce que
ça veut dire qu'ils sont pas du tout autonomes, ces enfants. Mais à l'âge adulte, ça devient des adultes autonomes ou ils ont toujours besoin d'une assistante, d'une maman, d'une épouse, je sais pas. Non, ils deviennent. Parce que, si tu veux, moi, j'ai accompagné les miens jusqu'au moment où j'ai senti que là, je pouvais les laisser. Vers la seconde, j'ai senti qu'ils se débrouillaient. Ils ont quel âge aujourd'hui, les tiens? 26, 23 et 17. Tu peux nous dire ce qu'ils font dans la vie? La grande est psychologue. Mon fils est en dernière année en Master 2 à Lyon, une école de commerce à Lyon. Et la dernière passe son bac. Donc, comment ça se passe? Ça se passe bien. Quand ils étaient plus jeunes, c'était dur, je ne vais pas mentir. C'était, surtout avec mon fils, c'était dur. Les mots, les convocations, les devoirs, c'était compliqué. Mais... Et aujourd'hui, ils passent un bac général? Ouais, les 2 grands passent un bac général, la dernière aussi. C'était compliqué. Mon fils était toujours comme un funambule, mais j'ai pas lâché. Jusqu'à présent, ils m'en veulent pour les devoirs. Et aujourd'hui, et en fait, ceux qui ont fait des études supérieures, donc ça concerne pas la 3e, comment ça s'est passé au niveau des études supérieures? C'était dur. C'était dur. Qu'est-ce qui était dur? C'était dur. La grande, elle a été diagnostiquée très tard, donc elle travaillait comme une dingue, beaucoup plus que les autres pour avoir les mêmes résultats. Ça veut dire que pour apprendre un paragraphe de 5 lignes, pour une personne lambda, ça prend 5 minutes. Elle, ça lui en prenait 15. Elle prenait plus de temps, pas forcément pour apprendre, pour tout faire, elle prenait plus de temps. Heureusement qu'elle a eu du temps supplémentaire dans les études supérieures, ça l'a beaucoup aidé. Mon fils, il n'arrivait pas à prendre ses cours. C'est-à-dire qu'il fallait que moi, je lise les cours et lui répéter. Je disais et répétais. Il n'avait pas envie forcément de travailler. Donc, c'était compliqué. Et beaucoup de convocations, beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, ça va. C'est-à-dire que... il est autonome? Oui, il est autonome. Par rapport aux écoles de commerce, il a voyagé à Taïwan, là il va partir au Vietnam. Et il arrive à avoir des bons résultats aux examens? Il arrive, il n'a pas voulu il a essayé la médication, mais bon, finalement, non. On en parlera après de la médication. Il se gère, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est toujours en retard, donc il se met des rappels, il est toujours ric-rac quand il a des rendez-vous, mais il se gère parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place et qu'il sait comment il fonctionne. Quand il travaille, il met de la musique, il travaille sur son ordi, sur son téléphone, il se gère. Donc, plus on grandit, plus on apprend à se connaître et mieux on arrive à gérer notre TDAH. C'est ça. Très bien. Alors, on va aborder le sujet de comment ça se traite. La Ritaline. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Les pour, les contre, les plus, les moins, c'est quoi? Alors, déjà, ce que je dois préciser, c'est que je ne suis pas un professionnel de santé, je suis coach. Donc, ce que je vais te donner, c'est uniquement ton retour d'expérience. Voilà. Donc, la Ritaline. Alors, la molécule de base s'appelle le méthylphénidate. C'est ce qu'on donne, et c'est connu sous différents noms de médicaments, notamment la Ritaline. Ça permet en fait d'avoir accès à ces... on a tous, les personnes qui ont un TDAH ont des capacités, etc., mais c'est compliqué d'y avoir accès. Donc la Ritaline, c'est ce qui va permettre de réussir à se concentrer, d'être focus, de réussir à rester en classe, assis, de réussir à être focus sur une idée et pas sur toutes les idées en même temps. Parce que quand tu as un TDAH, t'as ce que tu vois, ce que tu entends, le petit oiseau, un petit bruit, quelqu'un qui va te parler. Là, ça permet d'être focus sur quelque chose. Je suis ni contre ni pour la Ritaline. Je suis neutre. Je pense que... C'est quoi les effets secondaires? Alors, les effets secondaires, c'est les 2 notoires. Ça peut couper l'appétit et ça peut empêcher de dormir. Donc, pour couper l'appétit, si tu décides de donner de la Ritaline à ton enfant, il va être suivi. C'est pas comme ça. Il va aller s'il le prend jeune, il va aller chez un pédiatre qui va faire des courbes de croissance. S'il y a une inflexion sur la courbe de croissance, on arrête. Pour le fait, ça peut empêcher de dormir. Il y a de la mélatonine qui peut aider. En fait, je pense que c'est intéressant d'essayer. Ça fonctionne. Si les effets positifs sont supérieurs aux effets secondaires, on continue. Sinon, on arrête. Je pense qu'on peut pas savoir si ça fonctionne. Longtemps, j'ai été contre. Pourquoi? J'avais pas envie. C'est-à-dire que quand mon fils a été diagnostiqué... de donner des médicaments. J'avais pas envie. Comme plein de mamans, j'avais pas envie. Et à chaque fois que j'allais chez le pédopsie, il me raccompagnait à la porte et il me disait « Madame Samama, vous êtes sûre que vous voulez pas essayer ?» Chaque fois, je disais non. Et après 14 ans, je me suis dit, c'est ma devise, avec les idiots qui changent pas d'avis, c'était mon avis. Je me suis dit, je vais tester. Il a testé. Alors? Ça n'a pas fonctionné parce qu'à la base, il était maigrissime. Il avait quel âge quand il a testé? 14 ans. Il était maigrissime. Vraiment, il avait 10 kilos de moins. Ça lui coupait l'appétit. Au début, ça a bien marché. Ça lui coupait l'appétit. Il saignait du nez.
Donc c'est un des symptômes. Non, des pas du effets tout. secondaires. Mais lui, ça lui faisait ça, je sais pas. Donc on a décidé d'arrêter. Au bout de combien de temps? Rapidement, au bout d'un mois. Et c'était quoi les effets bénéfiques pendant ce mois-là? Il était plus focus. Cela étant, au début... Tu l'as senti plus heureux? Eh ben non. Ah, mon fils. C'est-à-dire que je l'ai senti un peu, pas plus heureux ou moins heureux, mais un peu à l'intérieur de lui, je sais pas. Renfermé. Un peu. Mais sachant qu'il y a énormément de parents que j'accompagne, Qui te disent que ça a changé leur vie. que ça a changé la vie de leur enfant, qui maintenant le réclament parce que du coup, ils sentent que il y a des bénéfices pour eux. Voilà. Ma fille l'a testé, ça lui a pas convenu aussi pour d'autres raisons. Mais il y a beaucoup de gens qui testent et ça, c'est pour ça que je te dis que je suis pas contre. Je pense qu'il faut essayer. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. C'est pas parce que tu commences que tu vas être addict, tu t'arrêtes et voilà, ça prend 2 jours pour arrêter et c'est fini. C'est dommage de pas tester. C'est comme si finalement la Ritaline, tu as besoin de lunettes, tu mettais des lunettes à ton cerveau. Voilà, parce qu'il en a besoin. Absolument. Alors, il y a comment on peut appeler ça? Une pratique qui s'est développée ces dernières années, le neurofeedback. Et les praticiennes qui donc sont expertes dans leur domaine te disent que ça aide énormément les TDAH. Tu as des retours d'expérience? Est-ce qu'on va d'abord expliquer ce que c'est que le neurofeedback? Au feedback, je sais qu'on met des électrodes, j'ai testé 1 fois ou 2, mais j'en sais pas plus. Alors, le neurofeedback, de ce que j'ai compris, c'est des électrodes qu'on te met sur le cerveau. Ces électrodes sont reliées à un logiciel qui va faire l'effet à ton cerveau de le mettre face à un miroir. La praticienne que j'avais consultée pour un de mes enfants m'avait expliqué, quand tu te mets face à un miroir, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un cheveu de travers, tu vas l'arranger. Si tu as un sourcil, machin, tu vas améliorer tout ce qui va pas dans le reflet que te renvoie le miroir. Et ben, le neurofeedback, c'est pareil. Ton cerveau, tu le mets face à un miroir et tout ce qui va constater qui ne va pas, il va le remettre en place. Donc, les praticiennes en neurofeedback te disent que le TDAH est un trouble qui peut se traiter en neurofeedback. Alors, les études montrent qu'il y a de légères améliorations au niveau de l'inattention, pas d'amélioration au niveau de l'impulsivité, hyperactivité. On va dire que quand il y a un TDAH, en première intention, on ne va pas conseiller le neurofeedback. C'est des études américaines, européennes qui disent qu'il peut y avoir quelques améliorations, mais c'est en première intention, ça va être la psychoéducation, les guidances parentales, mieux connaître son enfant, la médication. Par rapport aux gens que j'ai accompagnés, je pense à une maman qui a essayé le neurofeedback qui m'a dit qu'il a fallu énormément de séances pour qu'il y ait des petites améliorations. Elle, ça a fonctionné. En fait, ça peut fonctionner ou pas, mais uniquement sur l'inattention et c'est très très faible. Voilà. Si tu veux, c'est un complément. Un complément de quoi? Alors, on commence par la médication, la psychoéducation, etc. Ça peut être quelque chose de complémentaire. Mais c'est pas en première intention, si tu as un TDAH, on va pas dire va faire du neurofeedback. C'est un trouble. Ça peut aider. J'ai rien contre le neurofeedback, personnellement, mais c'est en complément. Voilà. C'est ce que disent les études. C'est pas moi qui le dis. Très bien. Donc, ça peut aider. Un peu. Je reçois beaucoup de messages de mamans qui se sentent complètement livrées à elles-mêmes avec leurs enfants TDAH. Est-ce qu'il y a des structures d'accompagnement des familles de TDAH à Paris? Non, il n'y a pas de structure globale qui va te dire voilà, tu vas venir me voir et moi je gère tout. En fait, c'est vrai que quand on apprend le diagnostic, beaucoup de familles se sentent livrées elles-mêmes parce qu'en fait, c'est nous les parents qui allons chercher est-ce qu'il faut un psychomotricien, est-ce qu'il faut un neuropsychologue et qui va me le conseiller. Et après, une fois que j'ai le diagnostic, je vais devoir aller voir une orthophoniste, une psychomotricienne. En fait, c'est les parents qui vont devoir prendre à droite, à gauche les différents professionnels, prendre rendez-vous. Ça fonctionne pas, continuer 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de structure qui fait tout. Il y a ce qu'on appelle les CMP, les centres médicaux psychologiques ou les CMPP, mais il y a beaucoup d'attentes et ils ne vont pas tout faire pour toi. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est à nous, les parents, de trouver des professionnels qui sont formés au TDAH et de varier les accompagnements, etc. Tu sais si c'est propre à la France ou si c'est comme ça dans d'autres pays? C'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire, mais je dirais que ça m'étonne qu'il y ait des pays où... franchement, je ne sais pas. Mais je sais qu'en France, on doit tout faire tout seul. Hein. C'est un peu laborieux. C'est ça. Et toi alors, en tant que
coach certifié en TDAH. À quel moment tu interviens ? Alors, moi, j'interviens quand il y a le diagnostic de poser. J'ai souvent des parents qui me contactent une fois que le diagnostic est posé. Parce que maintenant, on propose des choses. Avant, quand il y avait un diagnostic, on se débrouillait tout seul. Maintenant, on propose différentes choses, comme la médication, entre autres, et de se former, de faire des guidances parentales. C'est à ce moment-là que j'interviens. Donc, toi, c'est exclusivement pour la guidance parentale ? Non, pas exclusivement. Les guidances parentales, ça va être pour les parents d'enfants TDAH, TOP, avec un comportement tyrannique. C'est beaucoup d'outils de psychoéducation pour essayer de comprendre son enfant. Dans le cas de TDAH et d'enfants ou d'adolescents avec comportement tyrannique, c'est de mettre en place des choses pour réussir à résister à la provocation, pour ne pas s'emporter, pour comprendre les spécificités du TDAH et du trouble de l'opposition, pour essayer d'adapter, pour améliorer la situation dans la famille, au niveau qu'il y ait moins de conflits. Que ce soit, s'il y a un meilleur climat, ça va être plus facile d'enclencher pour les devoirs, parce que ça c'est assez problématique, il y a des modules aussi sur les devoirs. Moi, c'est à ce niveau-là que j'interviens. Et après, ça va être d'accompagner les adultes et les jeunes adultes, à partir de 15 ans, sur des différentes thématiques, comme l'organisation, la gestion du temps. Après, je fais aussi de l'EFT, qui est une technique psychocorporelle. Tu peux nous en parler ? Ouais, ça s'appelle Emotional Freedom Technique. C'est en fait une gestion psychocorporelle. Quand il y a de l'anxiété par rapport à un événement passé ou un événement à venir, d'exprimer l'émotion, c'est comme une acupuncture, on va dire, moderne. On fait du tapping. On exprime l'émotion, on tape sur les différents méridiens pour faire baisser le système nerveux et on va dire être plus zen, moins d'anxiété. Et on voit les résultats au bout de combien de séances ? Alors c'est plus au cas par cas, c'est-à-dire que quand je fais une séance d'accompagnement pour les adultes, c'est un outil complémentaire. Et après, je fais aussi d'autres techniques, de la PNL, programmation neurolinguistique, pour aider. En fait, la programmation neurolinguistique, c'est ce qui permet d'étudier la relation entre nos pensées, notre langage, nos comportements, pour mettre en place des choses, pour changer nos schémas de pensée. Quel genre de choses on va mettre en place ? Ça veut dire, par exemple, tu as vécu une situation qui est restée bloquée en toi, ça provoque des émotions désagréables, et on va te faire, c'est compliqué d'expliquer la technique, c'est ce qui s'appelle un switch, pour désancrer. Les ancrages, c'est des choses positives. Mais il faut que ce soit conscient, ou même si c'est inconscient, l'événement traumatique ? Plutôt sur des choses conscientes. Voilà, sur des choses conscientes. Quelque chose que tu n'as pas digéré, on va faire une technique avec toi pour essayer de faire passer cette chose-là et ancrer des choses positives à la place. Et ça, c'est une technique qui peut aider les TDAH aussi ? Alors, pour les adultes, oui. Pour les jeunes adultes, ça m'arrive de le faire. Si tu veux, c'est un ensemble d'outils. C'est pas des choses que je vais utiliser tout le temps. Ça dépend des personnes. On va lister, si tu veux bien, les outils que les mamans ont à leur disposition. Donc, on a dit... le traitement médicamenteux, la Ritaline. L'EFT ? L'EFT, ça c'est pas si tu veux, on peut le faire en séance avec des adultes ou avec des enfants, mais les parents, non, c'est plus compliqué. Ça va être plus ce que tu disais, la médication, oui ou non. Beaucoup axé sur les guidances parentales. La guidance parentale, ça me paraît super primordial. Important. Ça me paraît super important parce que il faut les deux par an ou un suffit ? Parfois j'ai les deux. C'est mieux les deux, mais parfois j'en ai qu'un. Et comme si tu en général, les papas, on a du mal. J'avoue que parfois j'ai les deux. Dans certains cas, dans 20% des cas, j'ai les deux. Parfois j'en perds un en cours de route. C'est souvent le papa que je perds. C'est vrai que les papas ont plus de mal. Je pense que. Mais alors, quand ils sont divorcés. Ça m'arrive d'avoir des guidances parentales avec des parents divorcés qui s'entendent bien. Ah. Mais j'ai l'impression que pour les papas, c'est plus difficile. Comment dire comment t'expliquer ça ? J'ai l'impression qu'il y a plus de souffrance avec la reconnaissance du TDAH. Ça les renvoie plus à... Ils ont plus l'impression que leur éducation n'est pas bonne, alors que c'est pas du tout ça le problème. Un troisième outil, le PAP. Très important. Le PAP, aller communiquer à l'école, ne pas hésiter à passer pour une emmerdeuse. Moi, je pense que c'est important, c'est mieux de passer pour une maman, une emmerdeuse, que de ne rien dire. Au moins, on y va, on explique. Si jamais il y a des difficultés, si on trouve qu'il y a des injustices, moi, je suis allée à chaque fois. J'en ai rien à faire. Tu abordes un sujet très important. On a toujours tendance à vouloir être poli, ne pas déranger, machin, au détriment, malheureusement, souvent de nos enfants. Et moi, je répète toujours aux mamans qui viennent me parler de soucis qu'elles rencontrent au quotidien, ta priorité, c'est ton enfant. Avant d'être poli, ne pas déranger, tout ça, c'est ton enfant. Vraiment, c'est très important de replacer l'enfant au centre, en fait, du sujet. Son bien-être et tout ce qui va avec.
Alors, Si. pour les mamans qui nous écoutent, vous avez bien compris que tout est au cas par cas. On essaye, on tente, ça marche, on continue, ça marche pas, on passe à l'outil d'après. On est d'accord? On est tout à Ça fait d'accord. résume un peu On est tout à le fait d'accord. conseil qu'on peut donner aux C'est mamans ça. de TDAH. Et je dirais, pour rajouter sur ce que tu viens de dire par rapport aux différentes possibilités, je pense que l'accompagnement du TDAH chez les enfants, c'est pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on peut aller voir un pédopsie pour la médication, faire une guidance parentale, essayer différentes choses. C'est pas une seule chose, c'est plein de professionnels différents qui peuvent aider. Et quand on a la chance de rencontrer les bons professionnels, on a tout gagné, je crois. Est-ce que tu connais, pour finir sur une note positive, des TDAH célèbres? Ouais, j'en connais. Alors attends, je vais te dire. Dans la musique, Shakira, Louane, Vianney. Ah, donc beaucoup d'artistes. Ouais. Will Smith. Dans les sportifs, un nageur, Michael Phelps. Michael Jordan. Après, on a dans les entrepreneurs Richard Branson, PDG de Virgin. Donc Voilà. le TDAH, on peut le transformer en force. Oui, je pense qu'il y a des spécificités. C'est un trouble invisible, mais quand on se connaît bien, etc., il y a beaucoup de créativité. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'artistes, etc. Il y a beaucoup d'adultes que j'accompagne et entrepreneurs qui réussissent très très bien, mais qui ont besoin d'aide pour l'organisation, pour la gestion, mais qui réussissent très bien parce qu'ils sont audacieux, etc. Très bien. Alors pour terminer, j'ai des mamans de la communauté Mini Parisien sur Instagram qui m'ont posé des questions. On va essayer d'y répondre ensemble. Est-ce qu'on peut avoir un cerveau qui fonctionne très vite, qui apprend très vite, qui a des très bonnes notes, donc un enfant qui est très rapide, mais qui ne tient pas en place, qui se lève 15 fois quand il travaille, s'énerve vite et qui a une phobie scolaire? Est-ce que ça va ensemble tout ça? Ça peut. C'est-à-dire que ce que tu me décris, ça peut être une combinaison de TDAH et de HPI. Et il y a de plus en plus de personnes qui me sollicitent, qui font des diagnostics et qui ont une combinaison de TDAH et de HPI. Donc on peut avoir des bonnes notes, réussir à se concentrer, avoir un très bon potentiel, mais avoir du mal à rester en place. Donc bouger, etc. Ça peut être une combinaison des deux. Est-ce qu'un enfant TDAH a une incapacité à se concentrer tout simplement, ou est-ce qu'il peut avoir une concentration sélective en fonction des matières, d'un centre d'intérêt ou quoi? Oui, il peut avoir une concentration sélective parce que le TDAH, c'est un dysfonctionnement de la motivation. Donc ça veut dire que tout ce qui va motiver, on va réussir à se concentrer. Le TDAH porte mal son nom. C'est des personnes en fait qui se concentrent sur plein de choses en même temps. Ça veut dire qu'ils ont du mal à se concentrer sur une seule chose. Mais c'est sélectif par rapport à la motivation. Est-ce que les professeurs doivent accepter des enfants qui ne tiennent pas en place, qui se lèvent, qui se balancent sur leur chaise? C'est compliqué quand tu as une classe de 30 avec des enfants, je comprends, des enfants qui répondent sans lever le doigt, qui font tomber leurs trousses, leurs affaires. Est-ce qu'ils doivent? Oui, en réalité ils doivent, mais est-ce qu'ils le font? Pas toujours. Mais c'est pour ça que c'est important de communiquer. Et même si on communique, ils pourront ne pas accepter, mais au moins on aura essayé. Alors, coucou Cyrielle, mon fils est TDAH et c'est l'enfer au quotidien. Hier, on a eu la réunion des parents, on est sorti de là décomposé. Ah, ça me tue de lire ça. On nous dit qu'il est absent, passif, pas motivé, il a zéro niaque. Très difficile d'entendre ça en tant que maman. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à cette maman? Ça m'est souvent arrivé comme cette maman, d'être dans les réunions et d'entendre que des choses désagréables. Mais je pense que c'est hyper important de croire en ses enfants. Et un jour, mon fils est venu me voir et il avait 10 ans. Et il m'a dit: comment ça se fait que tu crois que je vais réussir alors que tout le monde croit que je vais rater? Et en fait, je pense que si tu penses que tes enfants vont réussir, ils vont réussir. Moi, il n'y a pas un moment donné, c'était dur, parfois j'en pouvais plus, parfois je pleurais, mais jamais je me suis dit ils vont pas y arriver. Je me suis dit ils vont y arriver parce que je vais être là et je vais les aider et je sais qu'ils peuvent y arriver. Il faut croire en fait. Là, c'est dur, mais après, ça va s'arranger. Ce sera le mot de la fin. Je tiens juste à terminer sur un témoignage d'une maman qui me dit: j'ai fait un coaching avec elle, elle est super. Ah, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet qui visiblement en concerne plus d'une. Merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes de Maman Parisienne ou pas. Merci Magali. Merci Cyrielle.